On peut très facilement se représenter la scène. C'est un peu comme si on observait un immense événement de réseautage mondial. Ouais, le jour de sommet très exclusif. C'est ça, le truc de très haut niveau. Et dans la salle, il y a les plus grands PDG de la planète. Des concurrents féroces qui, en temps normal, s'évitent soigneusement. C'est clair. Et pourtant, si on observe bien la dynamique de la pièce, on remarque un truc vraiment fascinant. Ces rivaux historiques, ils font tous la queue, presque docilement, quoi. Ouais. Tout ça pour parler à une seule et même personne qui est assise au centre de la pièce. Alors, face à une situation pareille, la question qui s'impose naturellement, c'est quel est le secret que cette personne détient? Qu'est-ce qu'elle a dans sa mallette, en fait? Exactement. Qu'est-ce qui force des puissances qui ont des intérêts diamétralement opposés à converger vers ce même point précis? Et c'est tout l'enjeu de notre analyse d'aujourd'hui. Absolument. C'est la dynamique exacte qui ressort du document qu'on va décrypter ensemble. Le texte source s'intitule La nouvelle diplomatie algérienne, un carrefour mondial pour le pouvoir souverain. Un titre assez évocateur. Très évocateur. Et la mission de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment une série de statistiques très récentes, elle met en lumière un basculement stratégique majeur. Ouais. Comment on passe des marges au centre du jeu, quoi. C'est ça. Comment ce pays se repositionne, non pas comme un simple observateur, mais comme le pivot central de l'échiquier mondial actuel. Mais avant d'entrer dans la mécanique de ce basculement, je pense qu'il faut vraiment poser un cadre clair sur la nature de notre source. Oui, c'est crucial. Vas-y. Parce que le document qu'on a sous les yeux, il adopte un ton très, très affirmatif. Par moments, c'est presque martial. Ah oui, complètement. Il y a des mots forts. Voilà. Il utilise le mot ennemi, il parle d'une campagne qui viserait à imposer une idée d'isolement, et il va même jusqu'à citer les interventions hyper spécifiques sur le terrain militaire. Et il faut bien préciser à ceux qui nous écoutent que notre rôle ici, c'est pas de valider ces affirmations. Non, pas du tout. Ni de prendre parti. On est vraiment là pour analyser l'architecture de ce texte. Pour comprendre la doctrine qu'il décrit de l'intérieur, en fait. Exactement. C'est une fenêtre d'observation fascinante sur la manière dont cet État précis conçoit et projette sa propre puissance. Bon, le cadre est posé, alors on entre dans le vif du sujet. Le texte, il commence de manière assez abrupte, en abattant ses cartes avec une liste de statistiques. Les fameux chiffres. Ouais, les chiffres. Et honnêtement, à première vue, quand on lit ça, on pourrait se dire qu'on a affaire à un banal rapport administratif, quoi. C'est vrai que ça peut paraître aride au début. Bah oui. La source met en avant ce qu'elle appelle une activité présidentielle, je cite, phénoménale, avec 24 visites officielles de dirigeants et de chefs d'État reçus à Alger. C'est énorme sur une période aussi courte. Et c'est pas tout. Le document ajoute 21 activités majeures pour le ministère des Affaires étrangères et 8 pour la défense. Ouais, ça fait un sacré agenda. Mais du coup, moi, au départ, je lis ça et je me dis, ok, c'est beaucoup de réunions, mais serrer des mains, faire des belles photos officielles devant les drapeaux, C'est un peu le job d'un chef d'État, tu vas y dire. bah oui, c'est la description de poste, quoi. En quoi le fait d'aligner ces chiffres, ça prouve ce fameux débarquement international sans précédent dont parle le texte? Bah en fait, la tentation est super grande de minimiser ces chiffres, de les réduire à de la simple figuration politique. C'est ce qu'on fait souvent avec la diplomatie. Mais dans la grammaire des relations internationales, le volume brut, c'est un message en soi. Faut bien se rendre compte qu'une visite d'État, c'est pas un café pris sur le pouce entre deux avions. Non, j'imagine que la logistique est dingue. C'est une machinerie ultra lourde, ça demande des mois de tractation en coulisses, des protocoles de sécurité qui sont massifs, et surtout, des accords prénégociés. Ah oui, on dit pas pour discuter de la pluie et du beau temps. Voilà, on vient pour signer. Donc réussir à orchestrer 24 visites de dirigeants mondiaux de premier plan sur une période aussi resserrée, ça démontre une capacité d'absorption diplomatique que, honnêtement, très peu de capital possèdent. D'accord, donc c'est un tour de force administratif et logistique. C'est ça. Et le texte brandit ces chiffres hyper précis comme un vrai bouclier contre une narration adverse. L'histoire de l'isolement, c'est ça, hein? Exactement. Le document explique que des détracteurs essayaient d'installer l'idée que la diplomatie algérienne était en perte de vitesse, qu'elle était isolée. Ouais. Et en posant cette espèce de carte technique sur la table avec tous ces chiffres, l'auteur démontre que cet isolement n'a jamais existé. C'est imparable comme argument. Et même pire pour les détracteurs, l'auteur dit que ça s'est inversé pour devenir un siège diplomatique, un siège qui submerge littéralement les critiques. Ok, je vois. Donc, le simple fait d'embouteiller le palais d'El Moradi à la résidence présidentielle, avec des délégations étrangères,
Ça devient une preuve de vie. Une preuve de vie et surtout une preuve de force. Ouais, une preuve de force. Mais, et c'est là que je veux t'amener, la quantité de visiteurs, ça fait pas tout. Enfin, si j'ouvre un supermarché et que j'offre des produits gratuits, j'aurai une file d'attente énorme. C'est sûr, Mais ça fera pas de moi un génie stratégique du commerce, tu vois. je vois très bien où tu veux en venir. Ce qui m'intrigue vraiment dans ce document, c'est l'identité de ces visiteurs, c'est le qui. C'est là que ça devient intéressant. La source affirme que, je cite, toute solution aux crises actuelles passe par Alger. Et elle cite 3 dossiers qui sont brûlants. Les crises énergétiques, Ouais. la stabilité de la Méditerranée Mhm. et la sécurité au Sahel. Et pour discuter de ces 3 points pressés, on voit défiler des délégations qui viennent, écoute bien, de Washington, Pékin, Moscou, Paris, Varsovie. Ouais, c'est le grand écart. C'est le vertige diplomatique, oui. Comment tu expliques ça? Ce grand écart diplomatique, il s'explique par un truc très simple. C'est une géographie implacable. En fait, l'Algérie ne crée pas artificiellement le besoin, elle se trouve physiquement, géographiquement, à l'intersection des lignes de faille de notre décennie. C'est-à-dire, prenons l'énergie pour commencer. Prenons l'énergie. L'Europe s'est retrouvée, très récemment, dans l'urgence absolue de remplacer le gaz russe. Ouais, on s'en souvient tous. Et le truc, c'est qu'on ne construit pas un gazoduc transméditerranéen en 6 mois. C'est impossible. Donc on fait avec ce qui existe déjà. Exactement. Et les infrastructures algériennes, qui sont déjà existantes et qui sont massives, elles sont devenues une bouée de sauvetage vitale. Donc ce n'est pas par simple courtoisie que les Européens viennent s'asseoir à la table. Pas du tout. C'est l'impératif direct de chauffer leur population et de faire tourner leurs usines. C'est de la survie économique. D'accord, l'énergie, c'est très clair. C'est l'argument classique, hyper matériel, on comprend très bien les tuyaux de gaz. Ouais. Mais, et c'est très présent dans le texte, la source insiste tout autant, sinon plus, sur la question sécuritaire au sud. Dans le Sahel. C'est le deuxième pilier. Et là, franchement, l'équation devient beaucoup plus complexe qu'une simple histoire de robinet de gaz qu'on ouvre ou qu'on ferme. Le Sahel, c'est devenu l'une des ceintures les plus explosives de la planète aujourd'hui. On parle de coups d'État en série, d'une menace terroriste qui est endémique. Et l'Algérie est juste au-dessus. Voilà, elle partage des milliers de kilomètres de frontières, des frontières souvent poreuses avec cette région-là. Donc pour toute puissance mondiale qui tente d'opérer dans le Sahel, Que ce soit les Américains ou les Russes d'ailleurs. exactement, que ce soit les Américains avec leur base de drones ou les Russes avec leur nouveau partenariat sécuritaire, ignorer l'acteur régional qui détient le renseignement humain, la profondeur stratégique et surtout les connexions tribales transfrontalières, Ce serait suicidaire. ce serait une erreur tactique fatale. Et le document souligne vraiment ça. Cette combinaison, être la clé énergétique du Nord et le verrou sécuritaire du Sud. C'est ça qui force la reconnaissance unanime de toutes les capitales, Quel que soit leur bloc d'appartenance du coup. quel que soit leur bloc. Alors, je comprends la géographie, je comprends les ressources, mais dans la pratique, c'est là que ça devient vraiment fascinant. Pourquoi? Recevoir l'axe occidental le lundi dans ton bureau et le bloc de l'Est le mardi, ça ressemble moins à de la diplomatie qu'à une cascade de cinéma hyper dangereuse. C'est un exercice d'équilibriste. On vit dans un monde où la polarisation est extrême. Les grandes puissances, elles mettent des pressions colossales pour que les pays choisissent leur camp. Elles détestent l'ambiguïté, non? C'est vrai, l'ambiguïté, c'est leur pire ennemi. Alors, comment la source explique-t-elle que ce pays puisse jongler avec des forces aussi viscéralement opposées sans finir par se mettre tout le monde à dos? Parce que souvent, à force de vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Et c'est là que le génie du truc. Le secret, selon le texte, c'est de ne chercher à plaire à personne, justement. Ah, intéressant. C'est vraiment le cœur nucléaire de la doctrine qu'on explore aujourd'hui. L'auteur conceptualise ça sous un terme précis, la nidia. La Nidia. Ok. Voilà. C'est une notion essentielle dans le texte, qui va bien au-delà de la simple égalité diplomatique de façade. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est le refus absolu de tout complexe de subordination. C'est agir de pair à pair, toujours. La méthode pour survivre à ce fameux jonglage Est-Ouest, selon le document, elle tient en une ligne de conduite hyper rigide. Qui est? L'intérêt de l'Algérie, d'abord. Point. C'est un refus catégorique d'intégrer un axe, une alliance contraignante ou un soi-disant parapluie de sécurité étranger. D'accord. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en affichant un égoïsme stratégique total, mais un égoïsme qui est prévisible et transparent, on crée paradoxalement de la confiance. C'est exactement l'idée. C'est fou ça. Si Washington sait pertinemment que l'interlocuteur à Alger ne roule pas secrètement pour Moscou, Ouais. et que Moscou sait que ce même interlocuteur ne prend pas ses ordres par téléphone de Washington, Alors Alger devient un terrain neutre, sanctuarisé.
Voilà. Dans un monde de plus en plus fracturé, où les canaux de communication directs entre les superpuissances ont tendance à se fermer, ces rares espaces de non-alignement strict, ils acquièrent une valeur inestimable. C'est clair. Le non-alignement, c'est plus une espèce de posture défensive ou idéologique du tiers-monde des années 70. C'est devenu une denrée rare et hautement stratégique aujourd'hui. Mais tout ça, ça reste de l'ordre de la théorie, des grands principes. De la doctrine, oui, Le truc qui m'a vraiment frappé en lisant la source, c'est qu'elle illustre cette philosophie par un exemple brut. sur le terrain. Oui, l'exemple du Mali. C'est ça. Le texte mentionne, et je cite les mots exacts, le rôle de l'Algérie dans le sauvetage de la Légion russe au Mali. Et il évoque aussi des supplications internationales pour relancer le dialogue de paix dans cette zone. Des mots très forts, encore une fois. Très fort. Et je le répète, sans entrer dans la vérification factuelle de ces événements militaires très spécifiques, c'est pas notre rôle. Qu'est-ce que l'auteur essaie de nous démontrer en utilisant cet exemple précis? C'est une excellente question. Comment on passe de ce concept théorique de non-alignement, la NIDIA, au soi-disant sauvetage de forces armées étrangères au milieu du désert? En fait, le texte utilise cet exemple malien comme une preuve de concept. Pour montrer que ça marche en vrai. Exactement. L'argument sous-jacent, c'est que la vraie diplomatie, celle qui résout vraiment les crises, elle ne s'appuie pas que sur des beaux discours prononcés à l'ONU. Il faut avoir les mains dans le cambouis. Elle repose sur des leviers très concrets. Quand le document affirme qu'Alger détient les clés de la terre et du dialogue, il fait référence à une infrastructure d'influence qui est très très particulière. C'est-à-dire, Dans des zones ultra complexes comme le nord du Mali, l'influence ne s'achète pas juste en parachutant des armes ou de l'argent. Ça passe par une connaissance millimétrée des équilibres tribaux. des années d'histoire partagée, quoi. Des réseaux de renseignement qui ont été tissés patiemment sur des décennies, et surtout par la capacité à parler à des acteurs non étatiques, des milices, des groupes armés, que les diplomaties occidentales ou russes peinent totalement à cerner. Donc, si je résume, si une force extérieure, peu importe la couleur de son drapeau, se retrouve enlisée ou prise au piège dans la dynamique locale du Sahel, Ce qui arrive souvent. elle découvre très rapidement que toute sa puissance de feu, ses hélicoptères, ses chars, ça ne sert absolument à rien sans le logiciel de navigation local. C'est parfaitement résumé, c'est exactement la mécanique qui est décrite par l'auteur. Le sauvetage ou la facilitation dont parle le texte, ça n'implique pas forcément d'envoyer des blindés pour secourir les gens. Ah, ça se passe comment alors? Ça veut dire activer des canaux de médiation, garantir des couloirs sécurisés, désamorcer des tensions explosives entre deux milites rivales par un simple coup de téléphone. Et ça, seuls eux peuvent le faire. Voilà. En refusant de s'aligner sur les agendas de ces puissances étrangères, le pays s'impose comme l'unique arbitre crédible sur le terrain. Les belligérants n'ont tout simplement pas d'autre choix que de passer par cette porte s'ils veulent éviter le désastre total. Tu sais à quoi ça me fait penser, Sam? Vas-y. Ça me fait penser à un match de rugby extrêmement violent. Un match où plus personne ne respecte les règles. Tous les joueurs trichent, se donnent des coups bas. C'est le chaos total sur la pelouse. Bonne image de la géopolitique actuelle. N'est-ce pas? Et au milieu, il y a l'arbitre. L'arbitre au centre du terrain, il n'a aucune intention de marquer un essai pour l'une ou l'autre équipe, mais il est le seul à maîtriser le sifflet et surtout il est le seul à connaître tous les recoins du terrain. Ouais. Sans lui, le match dégénère en émeute et c'est terminé. Donc son impartialité implacable, c'est pas juste une espèce de posture morale pour faire joli devant les caméras, c'est l'outil même de son pouvoir absolu sur la partie. L'analogie est vraiment très pertinente. Surtout concernant cette dimension du pouvoir absolu dont tu parles. Et ce qui est fort, c'est que le texte franchit une étape supplémentaire décisive à ce stade. Ah oui, laquelle? Il nous explique que ce rôle d'arbitre incontournable, il génère des dividendes qui ne sont pas uniquement diplomatiques. Ce pouvoir politique brut, sur le terrain, il se monétise. On passe à l'économie. Exactement. La fin de l'analyse opère un virage hyper intéressant vers les retombées économiques. Bah oui, parce que, bon, le prestige diplomatique, les belles visites, c'est bien beau pour les journaux télévisés, mais ça ne nourrit pas une population et ça finance pas les infrastructures. Non, ça ne suffit pas. Et la source est très explicite là-dessus. Ce défilé de 24 visites internationaux, il ne s'est pas résumé à des échanges de courtoisie. Le document affirme que ces rencontres ont été couronnées par la signature d'accords stratégiques et on parle de milliards de dollars. De très gros contrats. Donc cette posture d'intransigeance et de fierté nationale, cette fameuse Nidia, elle semble se transformer directement en attractivité pour les capitaux étrangers. C'est le cœur du propos. Pourtant, on a souvent tendance à opposer ces deux mondes. On s'imagine dans nos têtes que les investisseurs internationaux, ils ont horreur des États qui ont des postures trop fermes, trop nationalistes.
qu'il préfère les pays un peu plus dociles, on va dire. Et c'est justement cette idée reçue que le document s'emploie à détruire pièce par pièce. Pour bien comprendre la logique financière derrière tout ça, il faut se mettre à la place d'un investisseur institutionnel ou d'un énorme groupe industriel multinational. Quel est leur objectif? C'est quoi leur pire ennemi? C'est pas la fermeté, c'est l'incertitude et le risque politique. Ah, l'instabilité. Voilà, un État qui serait docile ou qui serait perçu comme complètement subordonné à une puissance extérieure, c'est intrinsèquement instable pour un investisseur. Pourquoi? Imagine, si la puissance protectrice, disons Paris ou Washington, change de politique du jour au lendemain. Ou pire, si le pays, docile, se prend des sanctions croisées à cause de son alignement. L'investisseur se retrouve coincé? Il perd tout. Son contrat ne vaut plus rien. En revanche, la Lydia, cette égalité farouchement défendue face à tous les blocs, sans exception, qu'est-ce que ça produit sur le long terme? Ça produit de la prévisibilité. Ah, d'accord. L'investisseur se dit, les règles du jeu qui sont décidées aujourd'hui, elles ne seront pas annulées demain sur un simple coup de fil de Washington ou de Moscou. Exactement. C'est la clé de toute la stratégie. Le texte décrit vraiment la construction d'un environnement sécurisant pour le capital. Un environnement qui est fondé non pas sur la soumission, mais sur la souveraineté. C'est un changement de paradigme. Totalement. Quand le monde des affaires observe un président recevoir les leaders de l'Est et de l'Ouest avec la même fermeté, qui défend ses propres intérêts économiques sans trembler face aux pressions, le signal qui est envoyé au marché, c'est celui d'une solidité à toute épreuve. On ne peut pas les bousculer. C'est ça. Ce n'est pas un pays qu'on peut forcer à rompre des contrats sous la contrainte internationale. Et du coup, cette réputation d'inflexibilité stratégique, elle abaisse drastiquement le risque perçu. Et qui dit risque faible dit 10 milliards de dollars d'investissement sur le long terme. La souveraineté pure se transforme en garantie financière. et c'est vraiment vertigineux quand on y pense. En fait, c'est une leçon magistrale de branding d'État. De marketing géopolitique, ouais. On parle souvent de l'image de marque pour des grosses boîtes comme Apple, Nike, etc. Mais un pays possède aussi une marque immatérielle. Tout à fait. Et l'auteur nous explique que l'image même du dirigeant, le fait de refuser tout diktat, d'agir systématiquement d'égal à égal, c'est devenu la nouvelle marque déposée de la politique étrangère nationale. C'est exactement le terme. L'attitude physique, le ton employé dans les conférences de presse, le refus catégorique des compromissions, tout ça sort du champ politique pour devenir un actif tangible qui remplit les caisses de l'État. C'est fascinant. C'est pas juste de l'ego national pour faire plaisir au peuple, c'est un véritable modèle d'affaires diplomatique. Et d'ailleurs, le document conclut vraiment sur cette victoire de l'image. Le retour de la fierté nationale dont parle la source, ça dépasse largement la simple rhétorique à usage interne. Tu vois, le discours pour rassurer les citoyens. C'est un message pour l'extérieur. C'est projeté vers l'extérieur comme à la fois un avertissement et une invitation. Un avertissement pour qui? Un avertissement pour tous ceux qui espéraient ou qui prédisaient un effacement diplomatique du pays. Et une invitation très claire pour les investisseurs et les États qui cherchent des partenaires fiables, solides, dans un monde qui est devenu extrêmement volatile. Eh bien, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient d'analyser dans ce dossier, le cheminement de la pensée de notre source est d'une cohérence redoutable. Tout s'emboîte parfaitement. On part de cette fameuse carte technique, ce défilé statistique de 24 dirigeants du monde entier. Un truc presque ennuyeux à lire au début. Ouais, les chiffres froids. Et on comprend ensuite que cet engouement, il n'a rien d'accidentel. Il est dicté par des besoins matériels urgents, accéder aux hydrocarbures pour l'Europe d'un côté et stabiliser le bourbier mortel du Sahel pour tout le monde de l'autre. La géographie pure. Face à ces pressions énormes, au lieu de s'allier à un géant pour se protéger, ce que beaucoup font, la doctrine choisie, c'est cette Nijédia, le face-à-face d'égal à égal. L'intérêt national avant tout. Voilà. Et grâce à sa maîtrise absolue du terrain, comme on l'a vu avec l'exemple frappant du Mali, le pays verrouille son statut d'arbitre dont on ne peut plus se passer. Et la boucle est bouclée. Se révèle être la meilleure assurance tout risque pour les investisseurs, ce qui déclenche des accords économiques colossaux. Ce qui nous prouve en passant que l'analyse minutieuse de mouvements administratifs un peu rébarbatifs comme compter des visites officielles dans un rapport, ça peut révéler la mécanique profonde des redéploiements géopolitiques contemporains. Il faut toujours lire entre les lignes. Toujours. Et ça nous laisse face à une